Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent de d'habitude. On va parler un petit peu des différences entre youtubeurs, on va dire, neutres, youtubeurs plus connus, plus habitués à la relation peut-être avec les marques, et carrément ce qu'on va appeler ambassadeur, pour pas dire influenceur, parce que pour moi finalement c'est la même chose. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que je trouve que quand je lis beaucoup de commentaires sur certaines vidéos, alors pas les miennes pour le coup, mais parce que je regarde quand même aussi beaucoup d'autres vidéos YouTube, je trouve que dans certains commentaires, il y a un certain mélange des genres. Le fait de t'es payé par une marque pour dire ça. Alors je pense que c'est bien qu'on puisse refaire le point un petit peu là-dessus. Alors moi, ce qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, c'est-à-dire je savais très bien qu'il y avait déjà ce genre de confusion avant. Mais là où j'ai été un petit peu surpris, c'est en regardant une vidéo d'un YouTuber. Alors je vous mettrai le lien dans cette vidéo, qui lui habituellement parle essentiellement de montage vidéo, de DaVinci, c'est un vidéaste professionnel et pour le coup qui parle des fois de choses pointues en vidéo. Enfin, quand on s'y intéresse, en plus il a un côté didactique qui est agréable. Voilà. Et là il a fait une vidéo, une de ces dernières, sur la sortie du Panasonic S1 II, dont moi-même j'ai parlé dans une autre vidéo de manière assez approfondie, en le comparant notamment à la concurrence, mais de manière toujours la plus neutre possible. Alors lui, il n'a pas du tout été neutre, mais ça c'est pas un problème, dans le sens où c'est quelqu'un qui est tout à fait habitué au boîtier Panasonic. La preuve en est qu'il a acheté un GH6 à sa sortie. Et il a fait cette vidéo notamment pour dénoncer le fait que quelques mois après, Panasonic sorte un boîtier qui plus est plein format, qui sort pas quasiment, je crois même au prix où était sorti le GH6 quelques mois avant, avec en plus l'autofocus de phase. Et il dit que en gros Panasonic s'est moqué carrément des utilisateurs, dans la mesure où ils auraient pu mettre cette technologie déjà bien avant, notamment dans le GH6. Voilà. Alors, le fait qu'ils aient pu mettre cette technologie dans le GH6 avant, ça part un petit peu dans sa vidéo sur toute une analyse que Panasonic travaille depuis très longtemps pour l'armée, pour les militaires, et que donc ils ont des technologies qu'ils maîtrisent depuis très longtemps, comme d'autres marques, comme d'autres constructeurs travaillent aussi pour l'armée, et que en gros c'est un peu un scandale qu'ils ne mettent pas ces technologies le plus rapidement possible dans les produits grand public, c'est-à-dire qu'ils font de la rétention technologique en quelque sorte, et que ce qu'a fait Panasonic dans ce cas-là, c'est un vrai scandale. Alors après, libre à chacun de nuancer carrément ses propos, mais il y a du vrai, il y a du faux, en tout cas on peut quand même un petit peu nuancer, on va dire, ses propos, mais ça a le mérite au moins de sortir un peu de l'ordinaire et de tout ce qu'on entend sur le fait que Panasonic, c'est super chouette que enfin ils arrivent au niveau quasiment de la concurrence avec leur autofocus, et voilà, et que peut-être qu'effectivement on pouvait se dire ils auraient peut-être pu le faire un peu plus tôt. Et c'est vrai que là le GH6 ils l'ont peut-être sorti finalement, alors soit trop tôt parce qu'ils ne maîtrisaient pas encore totalement, là aussi voilà, c'est l'interprétation qu'on peut en avoir, cet autofocus à détection de phase, ou alors
Est-ce que jusque-là, ils ont voulu ne pas mettre cette détection de face parce qu'ils savaient que ça allait se vendre quand même suffisamment, puis que par contre sur le marché du plein format qui est beaucoup plus concurrentiel, notamment parce que c'est plus des hybrides photo-vidéo et pas seulement vidéo, ils aient fini par céder et mettre la détection de face qu'ils maîtrisaient depuis très longtemps, comme ça semble être dit dans sa vidéo. Voilà, on ne sait pas. En fait, on peut avoir le doute effectivement, mais quand même, vu ce que ça leur a coûté en les mettant un peu d'un côté confidentiel sur les boîtiers hybrides, c'est pas si sûr que ça qu'ils aient fait de la rétention technologique le plus longtemps possible. Bon, après, voilà, ça se discute, c'est pas le problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette vidéo, il parle aussi, bien sûr, de la présentation du S5 II. Comme moi j'en ai parlé aussi, sa présentation à Tokyo, avec Panasonic qui a invité l'ensemble des gros youtubeurs mondiaux, hein, on va le dire, hein, dont une série de youtubeurs français, assez connus si vous suivez vous aussi, bien sûr, les reviews photos, vidéos en français. Et il a énormément critiqué ça, hein, en disant qu'ils ont tous produit exactement la même chose, ils se filmaient les uns les autres quand ils étaient là-bas, que c'était ridicule. Bon, jusque-là, je peux dire que en partie, j'étais relativement d'accord avec ce qu'il disait. C'est-à-dire que moi, pour avoir aussi regardé toutes les vidéos qui sont sorties en même temps sur le S5 II, j'ai eu un petit peu le même réflexe de dire mais punaise, ils font tous les mêmes images, ils se filment les uns les autres. Alors ça avait un côté sympa aussi, on va rester positif, hein, c'est-à-dire que voir tous les youtubeurs assez connus ensemble sur une même photo ou une même vidéo, ça fait plaisir aussi quelque part de savoir qu'ils ne sont pas tous chacun dans leur coin. Mais en même temps, ça, on ne peut pas s'empêcher de se dire ça sent un peu le gros marketing avec ses gros sabots, quoi. Bon, donc là, jusque-là, moi j'étais assez d'accord avec lui. Là où ça a commencé à dériver dans sa vidéo, c'est sur le fait qu'ils avaient des masques, en fait, puisque quand ils se filmaient, même en extérieur, hein, ils avaient tous des masques et que c'était ridicule, etc. Alors on est au Japon, à Tokyo, le fait de porter un masque en extérieur dans les pays asiatiques dans leur ensemble, c'est pas quelque chose qui est étonnant. Enfin, ça se faisait bien avant le Covid. Donc, alors, est-ce que c'est imposé? Est-ce qu'ils l'ont fait d'eux-mêmes parce que tout le monde le fait là-bas pour pas paraître complètement ridicule? J'en sais rien, peu importe. Mais enfin, sa sortie à ce youtubeur sur les masques a été, je trouve, assez radicale et clairement dans un discours anti-masque, pour pas dire anti-vax, etc. Alors après, chacun se positionne là-dessus. Moi, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais enfin, je trouve à un moment que sa position, elle a été beaucoup trop radicale et on perdait un peu la crédibilité. Mais gardons finalement ce qu'il y avait de vrai et où là où on peut un peu se questionner, c'est sur le fait que qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être un youtubeur connu qui teste beaucoup d'appareils hybrides, voilà, est-ce que on peut considérer qu'on est un vrai influenceur vendu aux marques en quelque sorte, hein, ou pas? Alors moi je vous donne mon avis là-dessus, après vous en faites absolument ce que vous voulez, peut-être que je me trompe, j'en sais rien, moi c'est mon avis aujourd'hui en janvier 2023. Donc on va dire que les youtubeurs, on va les classer en deux catégories, hein, les youtubeurs qui font des essais de matériel, enfin qui parlent de matériel, voilà.
les youtubeurs absolument neutres et puis qui ont aucune relation avec aucune marque que ce soit et qui présentent souvent leur propre matériel, qui parlent de leur propre matériel, et quand ils parlent d'autres matériels, parce que ce sont des gens passionnés, ils vont en parler sans posséder ce matériel, mais en se basant sur beaucoup de documentation qu'ils ont eux-mêmes étudiée et en essayant d'être le plus neutre possible et en tenant compte des avis des uns et des autres. C'est mon cas, voilà. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Ensuite, on a l'autre catégorie de youtubeurs qui sont beaucoup plus connus, qui ont beaucoup plus d'abonnés, hein, bien sûr, et qui, eux, sont alors aussi des passionnés, hein, il n'y a aucun souci avec ça, qui, eux, par leur notoriété, ont fini par être, entre guillemets, en relation avec les marques, dans le sens où, par rapport au nombre de vues, au nombre d'abonnés qu'ont ces youtubeurs-là, les marques vont assez facilement, à la sortie d'un nouvel appareil ou de nouveaux objectifs, leur envoyer pour essai et pas gratuitement, hein, on est bien d'accord, c'est-à-dire qu'ils doivent renvoyer eux après le produit, ils envoient voilà, les produits pour qu'ils les essaient et puis qu'ils diffusent les essais. Bon. Alors, c'est à partir de là qu'on commence souvent à avoir des commentaires qui disent ah ben voilà, toi t'es vendu à telle marque pour dire ça, ou t'es influencé par la marque à partir du moment où ils te fournissent ce matériel et que tu le testes sur sa chaîne. Alors, moi je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que jusque-là, moi je pense que ces gens-là, ils ont un avis neutre. Alors, en revanche, souvent, ce n'est pas un avis très fouillé, détaillé, parce qu'ils sont obligés de produire du contenu à cadence très élevée et que donc ils vont aller assez vite sur certains aspects. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent favoriser la marque, parce qu'ils vont faire ça avec toutes les marques, en fait. C'est juste parce que leur vidéo, il faut qu'elle soit courte, concise, rapide et claire en même temps. Donc ils sont rodés à ça et en revanche, bah, ça manque des fois un peu d'approfondissement pour tel ou tel point. Pour ça, il y a d'autres youtubeurs qui vont creuser un petit peu plus, voilà, qui vont avoir une analyse un petit peu plus posée, qui font pas des vidéos YouTube tous les jours, bon, bref. Mais en attendant, c'est pas pour ça qu'il faut les blâmer. Moi, je pense qu'au contraire, ils amènent beaucoup. Avant eux, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, on achetait les magazines, hein, chasseurs d'images, réponse photo, moi j'en sais rien, enfin d'autres que vous connaissez sans doute aussi bien que moi. Aujourd'hui, on va sur ces contenus entre guillemets gratuits qui font exactement la même chose, c'est-à-dire ils testent le matériel qu'on leur envoie et ils ne sont pas affiliés spécialement à des marques. Alors, je ne vais pas citer les noms de tous ces youtubeurs, je pense que vous les connaissez comme moi, qu'ils soient français, qu'ils soient anglais, qu'ils soient américains, qu'ils soient canadiens. Les plus connus sortent quand même du contenu, il me semble, de qualité, hein. Et puis comme en plus ils testent beaucoup, que ce soit de boîtiers ou d'objectifs, ils sont à même de parler d'une comparaison concrète, donc on leur doit ça. Alors par contre, ils ont des liens d'affiliation et ils en parlent souvent évidemment dans leurs vidéos à un moment donné. J'allais dire, c'est le système, hein, malheureusement, mais enfin tant que ça s'arrête là, pour moi, ça reste rien d'autre qu'un magazine comme il y avait avant avec des pages de pub à certains endroits. Bon. Donc moi je me nourris assez facilement de ces vidéos-là dans un premier temps et puis de vidéos plus fouillées dans un deuxième temps. Voilà. Ensuite, on a la catégorie des ambassadeurs. Alors les ambassadeurs,
des marques, c'est pas forcément sur YouTube qu'on les retrouve. Hein. On va les retrouver plutôt dans des publicités, là cette fois-ci pour des marques. Que ce soit des publicités, je veux dire, sur différents supports, hein, peu importe. Mais enfin là, pour le coup, c'est là qu'ils vont intervenir, eux, de manière plus évidente. Là où peut-être justement ces ambassadeurs, à un moment, ils ont été beaucoup plus présents dans le monde de la photo vidéo, je pense, et on va remonter à peu près un an en arrière, c'est dans la sortie du OM System OM1. Parce que ce boîtier, quand il est sorti, il a amené, moi, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le capteur empilé pour la première fois sur autre chose que des appareils à 6-7 000 euros. Donc on lui doit ça, mais par contre il l'a amené de manière, je trouve, un petit peu biaisée. C'est-à-dire que, alors c'est un bon boîtier hein, pour qui apprécie le micro 4 tiers, même si c'est un capteur empilé qui n'est pas non plus du niveau de ce qui se fait en plein format, en vitesse de lecture hein, notamment, ou même du Fuji X-H2S qui, vous le savez, est mon boîtier. Bon, mais c'est un boîtier aussi qui est moins cher hein, de toute façon et qui a au moins amené ça, bon, et c'est super. Eh bien, quand ce boîtier a été présenté, il a fallu beaucoup, mais vraiment beaucoup de temps pour que les youtubeurs, même les plus connus, disposent de ce boîtier et puissent faire un test objectif pour le coup, ce qui prouve bien qu'ils ne sont pas vendus aux marques, comme je le vois, je le lis dans certains commentaires. Parce que là, par contre, ceux qui sont vendus aux marques, eux, ils ont été à la sortie de ce boîtier très présents, y compris sur YouTube. Parce que OM System a décidé de balancer d'abord, pendant une durée assez longue, uniquement des vidéos YouTube tournées avec ce boîtier par des ambassadeurs. OM System, ex-Olympus. Et là, évidemment, ce n'était pas la même chose. Parce que quand vous regardiez, et j'en ai regardé de mon côté, beaucoup, des vidéos de présentation de cet OM System faites par les ambassadeurs OM System, avec un œil un tout petit peu critique, il y avait de quoi rigoler quand même. Hein. Rigoler jaune, parce qu'en même temps, on a attendu trop longtemps les vrais tests, je trouve, de ce boîtier. Eh bien, les autres marques ont le mérite de ne pas faire ça quand même. Hein. Bon, bah donc, alors, il y a parfois du marketing agressif comme a fait effectivement Panasonic avec son S5 II en invitant une semaine complète les gros youtubeurs à Tokyo. Par contre, ils ont été malins quand même, il me semble, parce qu'ils les ont autorisés à retourner dans leur pays, enfin chez eux quoi, avec les boîtiers et avec certains objectifs, à continuer les tests en conditions plus habituelles et à restituer au bout d'un temps donné boîtier et objectif. Donc honnêtement, je vois pas trop le problème. Alors c'est sûr que quand ils se sont tous retrouvés à Tokyo, bon, devait y avoir un peu d'euphorie d'avoir été invité évidemment par Panasonic comme ça. C'est pas quelque chose de très courant non plus, au niveau en tout cas mondial. Hein. Bon, alors il suffit d'avoir un tout petit peu de recul par rapport à ça, et c'est pas pour ça qu'ils ont été totalement partiaux avec ce produit. Hein. En tout cas, moi, toutes les vidéos que j'ai pu voir, que ce soit en français ou en anglais, ils sont dans l'ensemble positifs avec ce boîtier parce que bah, y a quand même de quoi, vu au prix où il est placé, bah oui, quand même quoi. Mais ils disent pas que tout est parfait, notamment au niveau de l'autofocus, tout n'est pas parfait, même si ça va bien, hein, beaucoup mieux qu'avant en tout cas. Donc voilà, faut pas non plus voir absolument le mal partout. Chez les ambassadeurs, oui.
Parce que les ambassadeurs, c'est ce qu'on appelle dans d'autres domaines hein, de placement de produits sur Internet, c'est tout bêtement ce qu'on appelle les influenceurs. Et on sait combien les influenceurs, ça peut être un peu n'importe quoi au bout d'un moment. Hein. Même l'actualité récente le montre très bien, puisqu'on a des influenceurs qui, là, sont rattrapés par la justice pour ce qu'ils présentent, qui est totalement illégal, quoi. Enfin bref. Donc on n'en est absolument pas là avec les youtubeurs qui présentent de manière tout à fait passionnée et neutre, même s'ils ont beaucoup d'abonnés, du matériel photo vidéo. Voilà, donc je voulais refaire quand même cette mise au point par rapport à des commentaires et par rapport à cette vidéo que j'ai vue, hein, qui voilà, m'a un petit peu quand même interpellé dans le sens où elle venait de quelqu'un qui pourtant a produit du super contenu dans son domaine et qui, il me semble, a un petit peu dérivé quand même. Alors, est-ce que c'est par jalousie? J'en sais rien, mais bon, voilà. Bref, toujours garder la tête froide et savoir ce qu'on regarde, savoir avoir l'esprit critique. Critique, ça ne veut pas dire négatif, hein, mais savoir faire le tri dans ce qui se dit, dans ce qu'on voit, hein, mais pas non plus voir en gros le complot partout et le mal partout, et prendre ce qui est bon aussi hein, dans les contenus, dans les différents contenus qu'on voit sur YouTube, notamment dans le domaine qui nous intéresse. Voilà. Alors pour faire un petit parallèle simplement, hein, comme ça, et puis on terminera avec cette vidéo. Dans le domaine de l'automobile par exemple, ou de la moto, parce que je vais dire plutôt moto, parce que moi c'est un domaine qui m'intéresse aussi, puisque je suis motard, bref, donc, pardon, que je regarde aussi des vidéos de présentation, d'essais de moto, ben, finalement c'est la même chose, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à il y a encore 5-6 ans, ben, soit vous achetiez la presse spécialisé avec des essais spécialisés, mais vous acceptiez aussi les pages de pub qu'il y avait dans le journal. Soit vous regardiez les premiers médias qui traitaient de ça, mais qui étaient une émanation de ces journaux, en quelque sorte. Hein. Puis petit à petit sont arrivés les premiers youtubeurs passionnés, là aussi, qui eux possédaient une voiture, une moto de telle marque, et puis qui se sont mis à aller essayer plein d'autres véhicules chez les concessionnaires, hein, tout simplement, et qui ont mis leur vidéo d'essai hein, en étant bien équipés, évidemment, hein, pour filmer, notamment avec des GoPro, etc., pour filmer et présenter leur essai. Et évidemment, ça a eu du succès, parce que vous avez une présentation beaucoup moins statique que dans les journaux, et ces youtubeurs-là, pour les plus connus, ben, c'est la même chose que pour la photo, la vidéo. Alors c'est la même chose fois je sais pas combien, parce que c'est des domaines qui intéressent un peu plus de personnes hein, en général que juste la photo et la vidéo. Et donc du coup ben c'est la même chose au bout du compte, c'est-à-dire que vous en avez qui sont toujours passionnants à regarder, mais par contre vous avez des petits encarts, voilà, hein, forcément des placements produits, des liens d'affiliation de temps en temps. Bon, et ben il faut s'en accommoder. Et s'il n'y avait pas ça, peut-être qu'ils n'auraient pas les moyens de tourner aussi ces vidéos-là. Bon, hein, il ne faut pas confondre ça avec une publicité pour ces marques, ces modèles de voitures, de motos, de tout ce qu'on veut, qui sont des publicités. Et c'est l'ancêtre de la publicité, c'est l'ancêtre des influenceurs, hein, en fait, tout simplement. Et donc, on sait très bien ce qu'il faut y prendre et ce qu'il faut y laisser, surtout ce qu'il faut y laisser. Bon, et ben voilà. Donc, il suffit d'être
d'avoir un tout petit peu de recul par rapport à tout ça. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que il ne faut pas tout mettre dans le même panier. On a de la chance aujourd'hui d'avoir un contenu dans le domaine qui nous intéresse, hein, c'est-à-dire les boîtiers hybrides, les objectifs en photo vidéo, qui est quand même de qualité, hein, sur Internet, sur YouTube, et voilà, tout ce qui est un peu moins de qualité ou tout ce qui ressemble plus à de la publicité, bah, il me semble qu'on est capable de faire le tri, hein, il n'y a pas trop de problème. Voilà, donc c'était tout. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. À bientôt pour la prochaine vidéo.